Rentrée judiciaire 2021-2022 au Conseil d'État et au Parquet général près le Conseil d'État. L'audience solennelle et publique a été organisée ce lundi dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les détails dans ce journal. Les forces armées de la RDC confirment l'attaque des Tchanzu et Runyoni à Rutshuru au nord Kivu par le M23. Les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir avec ce groupe armé qui doit être neutralisé de manière définitive. Affaire Boukangalonzo, la deuxième audience a eu lieu ce lundi à la Cour constitutionnelle. La décision sur la compétence de la Cour à juger l'ex-premier ministre Matata Ponyo sera rendue dans 8 jours. Ce dernier est accusé de présumé détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le Conseil d'État et le Parquet général près le Conseil d'État ont procédé ce lundi à la rentrée judiciaire 2021-2022. L'audience solennelle et publique a été organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et plusieurs autres corps constitués. Le président de la République a été appelé à mettre fin à la résistance face à l'exécution des décisions judiciaires. Regardez. Le référé administratif est un instrument légal pour la sécurité juridique de l'administré dans l'état de droit. Telle est la thématique développée par les professeurs Félix Mvundoawe Tepemako et Octave Telaziele, respectivement premier président du Conseil d'État et procureur général près les conseils d'État, à l'occasion de la cérémonie de la rentrée judiciaire 2021-2022, en présence du président de la République et magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le Premier ministre, quelques députés et sénateurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa et les membres du gouvernement provincial, le général Sylvano Kassongo et le bourgmestre de la commune de Dingwala. Dans son mot des circonstances, le premier président du Conseil d'État a invité le chef de l'État à mettre fin à toutes les pratiques observées dont les chefs des membres du gouvernement et responsables des services et établissements publics dans la mise en exécution des ordonnances de cette Cour. Et de son côté, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telaziele, s'étale sur les thèmes du jour. Cette cérémonie de par la loi devait se tenir le 30 octobre. Mais cette cérémonie a été décalée de quelques jours par rapport au calendrier du chef de l'État. Nous avons été heureux qu'il ait bien voulu accepter de rehausser de sa présence cette cérémonie. Un travail à faire pour rendre l'action du ministère public près des juridictions administratives, pour rendre cette action beaucoup plus performante. Je crois que ce serait déjà une solution, n'est-ce pas? Parce que, bien sûr, nous ne voulons pas en arriver chaque fois à l'exécution forcée. Mais quelquefois, nous sommes bien obligés d'y arriver. Exactement. Et pour cela, il nous faut des moyens. Rappelons que la rentrée judiciaire du Conseil d'État intervient après celle de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Parlons sécurité à présent, je l'ai annoncé au sommaire, les forces armées de la RDC confirment l'attaque des Tchanzu et Runyoni à Rutshuru au nord Kivu par le M23. Les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir avec ce groupe armé qui doit être neutralisé de manière définitive. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions des Tchanzu et des Runyoni avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires des Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs des Tchanzu dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke
et Karisimbi en territoire de Rutshuru. Il importe de relever, par ailleurs, que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain, menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau, s'était soldée par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République, afin de mettre fin au désordre qui règne entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, surtout en ce qui concerne les motions de censure et les déchéances, le sénateur Ogi Ilunga a déposé ce lundi une proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi de janvier 2013. Les crises politiques récurrentes entre les institutions provinciales, les renversements répétés des gouverneurs des provinces suite aux motions de défiance votées par les assemblées provinciales fragilisent gravement la gouvernance dans la quasi-totalité des provinces de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a constaté malheureusement le sénateur Ogi Ilunga Chivuila qui vient de déposer cette proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. Il y a beaucoup de désordres qui règnent dans nos provinces. Alors pour stabiliser nos gouvernements provinciaux et même la République démocratique du Congo que dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai initié cette proposition de loi pour amener un peu des innovations. L'élu des élus du Kasaï oriental introduit principalement des innovations, entre autres, la soumission du dépôt de toute motion de censure ou défiance à l'interpellation préalable de l'autorité visée, la consécration de l'intérim des pleins droits du vice-gouverneur en cas d'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement provincial et la fixation du délai déterminé d'organisation de nouvelles élections. L'interdiction formelle de toute ingérence des membres du gouvernement central dans les affaires de la province sans préjudice des dispositions de la Constitution. La clarification des règles des compétences judiciaires en matière de contrôle des conformités des motions de censure ou de défiance. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail ce lundi à l'hôtel du gouvernement avec une délégation du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, conduite par Abdou Abari, ambassadeur permanent de la mission du Niger auprès des Nations Unies et président du dit comité. Leurs entretiens ont porté sur les questions de la paix dans l'Est, mais également sur la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC. On écoute Abdou Abari à la sortie de ces échanges. Il est au micro d'Arlette Boutella. Nous sommes un organe subsidiaire. Depuis donc l'imposition de ce régime de sanctions à la République démocratique du Congo, dans les volets embargo sur les armes, les sanctions individuelles
avec le gel des avoirs, la limitation ou l'interdiction de circuler pour ceux qui sont frappés par ces sanctions. Donc depuis l'imposition de ce régime de sanctions, c'est la 5e fois que le président du comité de sanctions visite la RDC. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes, où des progrès notables ont été enregistrés. Hier dans l'après-midi, on a rencontré la conseillère spéciale du président de la République sur la question et je pense que le point qu'elle nous a fait est un point qui nous encourage. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi au niveau de la sous-région. Parlons justice à présent. Affaire Boukangalonzo. La deuxième audience a eu lieu ce lundi à la Cour constitutionnelle. La décision sur la compétence de la Cour à juger l'ex-premier ministre Matata Ponyo sera rendue dans 8 jours. Ce dernier est accusé de présumé détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Compétente ou pas compétente de juger les sénateurs Augustin Matata Ponyo, en tout cas la question a été sur les lèvres des avocats et du ministère public au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la plus haute cour devra se prononcer dans la huitaine sur sa compétence ou pas. Les avocats d'Augustin Matata Ponyo ont relevé des irrégularités, parmi lesquelles figure la compétence de la Cour constitutionnelle à statuer sur les décisions des organes délibérants qui violent les droits fondamentaux des individus. Les avocats ont soutenu que la plus haute cour est incompétente pour juger un sénateur. Les procureurs généraux près cette juridiction devraient plutôt adresser une requête aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite et non un réquisitoire. La demande de poursuite devrait être adressée aux 2 chambres du Parlement réunies en congrès et non au bureau du Sénat. Le droit de la défense n'a pas été respecté, poursuivent les avocats d'Augustin Matata Ponyo. Les faits concernent le présumé détournement des fonds destinés au projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo, alors que l'autorisation avait été accordée pour un autre effet, celui de l'indemnisation des victimes de la zérianisation. Selon les avocats d'Augustin Matata Ponyo, n'ayant plus la qualité du Premier ministre, l'on ne peut pas lui reconnaître les prérogatives et privilèges attachés à cette qualité. Ceci revient à dire qu'il ne peut pas, à ce jour, se prévaloir des attributions et garanties liées à cette fonction. Aussi faudra-t-il préciser que les statuts des anciens premiers ministres en droit congolais et les statuts des anciens premiers ministres en droit congolais est organisé par le décret 18/039 du 24 novembre 2018. Ce décret définit les droits et devoirs des anciens premiers ministres et ne traite pas de leur régime répressif. Ceci paraît tout à fait logique dans la mesure où les privilèges et immunités relèvent du domaine de la loi. Et du point de vue pénal, ce dernier ne relève plus de la compétence de la Cour constitutionnelle, car l'article 164 de la Constitution reconnaît à la Cour constitutionnelle la qualité de juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction, ainsi que de leurs co-auteurs et complices. Et pour les avocats, Augustin Matata Ponyo, au regard de sa qualité actuelle, sénateur, est justiciable devant la Cour de cassation et non devant la Cour constitutionnelle. Et c'est conformément à l'article 154 de la Constitution. Au regard de toutes ces considérations juridiques, estiment les avocats que Augustin Matata Ponyo est un ancien Premier ministre et non un Premier ministre en fonction. Et de ce fait, il ne peut être traduit devant la Cour constitutionnelle.
Dans l'actualité également, le go a été donné ce lundi pour le démarrage des ateliers de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire dans tous les 4 districts de la ville de Kinshasa. C'est là, quelques jours après le lancement officiel de la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la PNAT dans la capitale congolaise par le ministre des tutelles, Maître Guy Luandomboyo. Christopher Ochokoum signe ce reportage. Au cours de ces ateliers de 3 jours, soit du lundi au mercredi, les participants vont s'imprégner du contenu de la PNAT, un important document qui définit la politique de la RDC dans le secteur de l'aménagement du territoire. À Tchangou, dans la salle Mungu, dans la commune de Ndjili, c'est le conseiller du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Liévin Amissi, qui a ouvert l'atelier de vulgarisation de la PNAT en invitant le participant à plus d'assiduité durant les déroulements des travaux. Pour sa part, le directeur chargé de la gestion spatiale au secrétariat général à l'aménagement du territoire, Ambroise Lukoki, a souligné l'importance de cette vulgarisation vu l'objectif d'aboutir à l'élaboration des outils de planification de la PNAT adoptés par le gouvernement depuis juillet 2020. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, après l'étape de la Tiopo, du Bas-Zouélé et du Nord Ubangi, il a lancé ici à Kinshasa une vaste campagne de la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire qui s'inscrit dans le cadre de ces programmes d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Alemba, la directrice des ressources humaines au secrétariat général à l'aménagement du territoire, Bénédicte Ngunza, a affirmé que la vulgarisation permettra avant tout à la population de savoir que l'aménagement du territoire existe comme ministère et secrétariat général. Les actions que doit poser l'aménagement du territoire n'ont jamais fait l'objet d'une application sur terrain. Mais à travers la politique, pour que nous puissions bien faire notre travail, il faut d'abord donner l'information. Parce qu'il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Partout où ils sont passés, ils ont rencontré des autorités, bourgmestres très favorables à cette idée de faire comprendre à la population le bien fondé de cette politique nationale de l'aménagement du territoire. Et puis le directeur du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Bakalala, a également pris part à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat en Écosse, au cours duquel il a profité de l'occasion pour échanger avec le directeur général AI de l'ICCN en perspective d'une collaboration commune sur la problématique climatique des quelques projets fondamentaux à l'échelle nationale. Il s'agit d'une collaboration stratégique. Comme vous le savez, le Fonds forestier national est une banque forestière, j'allais dire une régie financière qui a comme mission le financement des opérations de reboisement. Et comme tout le monde le sait, à ma droite, avec M. Olivier, qui maîtrise très bien le secteur, je veux le dire, nous avons ce grand travail des aires protégées. Et dans ces provinces que vous connaissez, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, pour ne pas citer les autres, vous avez toute cette destruction méchante, non pas seulement des animaux, mais des arbres. Parce que nous parlons changement climatique, parce que nous parlons climat, et parce que nous parlons de la RDC comme pays solution, nous avons trouvé ensemble qu'il fallait travailler en synergie. Et pourquoi pas financer aussi l'ICCN, qui est une institution publique, pour qu'ensemble, dans les aires protégées, on puisse voir comment les aider, n'est-ce pas, à financer les opérations de reboisement. Et puis les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, dont le coordonnateur est Laurent Batumona, se félicitent de la réussite de leur mobilisation pour l'accueil du chef de l'État, Félix Tshisekedi, après sa tournée au Proche-Orient et en Europe. Elles saisissent l'occasion pour appeler toutes les forces politiques et sociales à l'unité et au soutien au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Après sa fructueuse tournée au Proche-Orient et en Europe, de retour au pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu un accueil digne du père de la nation. À cette occasion, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, coordonnées par Laurent Batumona, avaient mobilisé ses bases et placé de l'aéroport jusqu'à la cité de l'Union africaine. Tous les partis politiques et associations membres de FPAU ont été présents dans leur siège situé sur le boulevard Triomphal, où nous constatons une ambiance festive après le passage du chef de l'État. Calico, banderoles, drapelés à main pour exprimer leur joie.
Laurent Batoumona, coordonnateur général de FPAU, remercie ses bases des partis politiques, membres des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS pour cette démonstration qu'il considère comme une leçon à prendre aux acteurs politiques et qu'ils se préparent pour les élections de 2023. Merci à toutes les bases, merci aux partis politiques des FPAU. C'est depuis 22 heures que nous avions commencé la mobilisation et nous les remercions pour ça. Vous le savez très bien, le chef de l'État a été en Israël. Après Israël, il a été à Rome. Tout ça, c'est pour consolider la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concernant COP26, le chef de l'État a signé d'énormes accords compte tenu de notre forêt pour aider la République démocratique du Congo et le monde entier. Ceux qui ont cru que la rue les appartient, ils se trompent. La rue appartient à tous et surtout à l'UDPS. Et sachez que ça, c'est un avertissement compte tenu de la réussite de la mobilisation. Pour Laurent Batoumona, ceux qui s'attendent au glissement ou au dialogue, qu'ils retiennent que ce temps est révolu. Pas de course lundi au complexe scolaire Révérend Kim à Kinshasa pour cause une majoration de plus de 20% des frais scolaires sans aucune justification valable. Les parents ont exprimé leur ras-le-bol suite au comportement qu'ils qualifient d'inacceptable de la part du promoteur. Au complexe scolaire Révérend Kim, ce lundi, on pouvait apercevoir les parents d'élèves en protestation. En effet, fatigués de subir la dictature du promoteur qui, sans les consulter ni obtenir leur assentiment à travers le comité qui les régit, a majoré unilatéralement les frais scolaires de $720 à $900 américains. Ce, sans aucune valeur ajoutée à l'école. Le promoteur de l'école, le révérend Kim, se donne le luxe de bafouer les lois de la République, se donne le luxe de changer, d'augmenter le minerval sans respecter l'article 180, sans approcher le partenaire que nous sommes. Et nous voulons lui dire aujourd'hui que l'enfant n'est pas redevable face aux frais à payer. C'est le parent qui est redevable. Et aussi, à travers cette manifestation, nous voulons envoyer un signal fort à l'État congolais qui a mis en place les lois qui doivent être respectées et de surcroît, c'est un étranger qui se comporte de la sorte. Nous disons non, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons décrété une journée sans enfants à l'école, aujourd'hui le 8 et demain le 9. La revendication de ce jour étant constitutionnelle, les parents en appellent au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour un meilleur arbitrage. Il est prévu que nos élèves où nos enfants payent $90 de frais administratifs. Et cet argent permet à ce qu'on ait, les enfants puissent avoir accès au journal des classes, à l'écusson et autres. Nous, en tant que les parents, nous avons payé les $90, mais l'école refuse de donner le journal des classes à nos enfants, ni l'écusson. Signalons par ailleurs que la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo ne tolère aucune augmentation des frais scolaires au regard des articles 59, 38 et 145 qui donnent compétence au pouvoir public de contrôler les écoles. Lancement officiel le week-end dernier de la dynamique Roger Mwaka. Il s'agit d'une plateforme qui entend promouvoir les valeurs qui caractérisent ces sénateurs et qui assure la visibilité de ses actions. La DRM compte aussi réunir la jeunesse congolaise pour des moments de réflexion, notamment sur le changement des mentalités. C'est une dynamique des citoyens congolais engagés dans l'accompagnement de la vision sociale et politique du sénateur Roger Mwaka. Je suis émerveillé mais aussi impressionné par la détermination des jeunes à pouvoir faire de moi un modèle qui les inspire en vue de se lancer, n'est-ce pas, dans leur avenir de diverses manières, d'abord dans les réflexions, mais aussi dans la mise en application des résultats de ces réflexions. En d'autres termes, nous allons d'abord nous attaquer avec eux sur les chantiers du changement de mentalité. Et en vue le jour le week-end dernier, la DRM entendait Dynamique Roger Mwaka fait du changement des mentalités son cheval de bataille. La Dynamique Roger Mwaka DRM en cycle est un engagement personnel des citoyens congolais, des filles et fils
de la République démocratique du Congo qui ont accepté à accompagner la vision sociale et politique de l'honorable sénateur Roger Mwaka à se matérialiser. La dynamique Roger Mwaka est la volonté du peuple. À travers cette plateforme de réflexion, les jeunes autour du sénateur Roger Mwaka ont annoncé une série d'autres activités afin d'inciter la population à une meilleure prise de conscience et une capacité à s'auto-développer. Et puis les professionnels de santé non médecins et administratifs de la province du Haut-Uélé ont remis le mémorandum contenant leurs revendications au sujet du mouvement de grève en cours dans la province. C'est le vice-gouverneur Christian Pitanga Mandero qui l'a réceptionné. C'est sur ce perron du gouvernorat de province que le vice-gouverneur se positionne pour auditionner les mémorandums de grévistes. Pour revendiquer l'alignement de ses amis à la prime des risques et l'augmentation de cette prime à ceux qui reçoivent. Nous avons le regret que le gouvernement central ne donne pas solution à notre problème. Signe d'exprimer notre mécontentement. Juste après la remise du document, Christian Pitongem en rendre son gage. Soyez rassurés, sera transmis à qui des droits pour des dispositions appropriées. Mais la question sera aussi approfondie au niveau du gouvernement provincial pour éventuelles pistes de solutions. Cette brève cérémonie se clôture dans ce climat rassurant pour les deux parties singulièrement engagées pour le désamorçage de la crise en vue d'un retour à la normale à même de permettre la prise en charge de médicale soutenue de malades éparpillés à travers les différentes structures sanitaires de la province du Haut-Uélé. D'une province à une autre, les entités territoriales décentralisées du Maniema ont chacun son plan de développement. C'est en tout cas le résultat d'un atelier qui s'est tenu récemment sous la présidence du gouverneur intérimaire Afani Idrissa, qui a invité les participants à ces travaux au respect strict du règlement intérieur adopté au cours de ces assises. Plusieurs personnalités, dont les chefs des secteurs et chefferies, les directeurs des services étatiques, ainsi que les chefs des divisions de l'administration publique, ont pris part à ces forums. Une occasion pour chaque entité administrative du Maniema de se doter d'un plan de développement. Il s'agit d'une stratégie du programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation pour booster le développement socio-économique des entités territoriales décentralisées de la province. Pour les responsables des Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation, FONARED en sigle, la tenue du COP26 est une opportunité à travers laquelle le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a défendu les forêts congolaises. La COP26 était le lieu indiqué pour que les négociations qui ont eu lieu entre la République démocratique du Congo et les bailleurs de fonds, qui sont les nôtres, CAFI, ont abouti plutôt à la signature d'un accord qui donne dans un premier temps. Donc c'est un accord de 10 ans, mais la première phase de 5 ans, le programme de ce genre seront appuyés sur toute l'étendue de la République. De son côté, le gouverneur intérimaire du Maniema a invité les participants à ces travaux au respect strict du règlement intérieur adopté au cours de ces assises afin de bénéficier des différentes sessions de renforcement des capacités, question de pérenniser les efforts et acquis du président de la République, Félix Tshisekedi, dans les domaines des réchauffements climatiques. Afani Idrissa Mangala reste convaincu que ce programme facilitera le développement des ETD du Maniema. Et puis on va finir avec cette descente sur terrain du ministre des Sports et Loisirs les dimanches 7 novembre. Serge Condé a répondu à l'invitation des Léopards Basket, question de se rendre compte de l'évolution, de la préparation de l'équipe nationale qui va prendre part au tournoi éliminatoire à la Coupe du Monde de la spécialité qui va se dérouler en Afrique du Sud. C'est un dimanche particulier pour les basketballs sous fauteuil, en pleine séance d'entraînement en prévision du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde qui va se dérouler en Afrique du Sud au mois de décembre. Les Léopards reçoivent la visite du ministre des Sports et Loisirs venu les encourager. Un geste de Serge Condé qui n'a pas laissé indifférents les athlètes. Au nom de tous les athlètes, nous vous remercions sincèrement au fond de nos cœurs d'avoir pensé à nous, de nous visiter. On avait longtemps cherché à être reconnu par le gouvernement congolais, vous l'avez fait. Gégé Kizubanata, président de la fédération, a salué la spontanéité du patron des sports qui n'a pas hésité pour répondre à leur invitation. Je tenais à vous remercier sincèrement, Excellence,
de votre implication totale pour que nous puissions nous développer. Assage Condé de rappeler au Léopard la place qui est la leur. Il n'y a pas longtemps que nous venions de prendre l'arrêté, vous reconnaissant au niveau national. Vous êtes une fédération au même pied d'égalité que toutes les fédérations. Le gouvernement que gère le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le gouvernement des guerriers, des warriors, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la personne vivant avec handicap prime. C'est pourquoi le président de la République a daigné mettre tout un ministère à votre disposition. Il y a la Coupe du Congo que nous devons préparer et évidemment la Coupe du Monde à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc je vous demanderai, vous, à votre niveau, de beaucoup travailler, d'être très discipliné, d'être très engagé. Ne soyez pas complexés, travaillez dur. C'est peut-être à travers vous que nous aurons la première médaille de... L'objectif étant celui de préparer les Jeux Olympiques Paralympiques Paris 2024, il faudrait commencer par le commencement, a martelé le ministre des Sports et Loisirs, pour une bonne préparation, la Coupe du Congo, le jeu congolais, puis la Coupe du Monde, dont la phase éliminatoire va se dérouler en Afrique du Sud dans un mois. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Rentrée judiciaire 2021-2022 au Conseil d'État et au Parquet général près le Conseil d'État. L'audience solennelle et publique a été organisée ce lundi dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les forces armées de la RDC confirment l'attaque de Tchanzu et Runyoni à Rutshuru au Nord Kivu par le M23. Les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive. Affaire Boukangalonzo, la deuxième audience a eu lieu ce lundi à la Cour constitutionnelle. La décision sur la compétence de la Cour à juger l'ex-premier ministre Matata Ponyo sera rendue dans 8 jours. Ce dernier est accusé de présumé détournement de fonds alloué au parc agro-industriel de Boukangalonzo. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Communiqué de presse du cadastre minier. La ministre des Mines a désigné à titre provisoire parmi les cadres internes M. René Kazadi Mbwebwe et Jean-Marie Issazou respectivement au poste vacant de directeur technique et directeur financier du cadastre minier conformément à son organigramme en vigueur. Elle a justifié les recours à cette procédure de désignation par l'impossibilité d'appliquer l'article 27 du décret numéro 17/005 du 3 avril 2017 portant statut, organisation et fonctionnement de l'établissement public cadastre minier et la nécessité d'éviter la paralysie du fonctionnement du service du fait de ce vide au niveau de la haute direction. La direction générale du cadastre minier a pris acte de ces désignations tout en notant au passage le souci de la tutelle d'éveiller au bon fonctionnement du CAMI malgré les difficultés d'application de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et du décret sus-évoqué dans leur esprit et leurs lettres. S'associant au souci de la tutelle, le directeur général a immédiatement procédé le 4 novembre 2021 à l'installation des cadres désignés au cours d'une réunion de direction élargie aux chefs des départements. Il les a exhortés à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer à garder haut l'étendard du CAMI malgré les turbulences conjoncturelles. Il a insisté sur le besoin d'améliorer davantage les performances du CAMI en travaillant dans l'harmonie et la cohésion tout en respectant les textes réglementaires qui les régissent. Fait à Kinshasa le 4 octobre 2021, le département de communication.